Bienvenue à cette 13e édition des 5 livres, l'émission littéraire d'Acadème. Aujourd'hui, nous recevrons un homme qui doit tout aux femmes, une femme qui doit tout aux hommes, et un homme qui doit tout aux hommes et aux femmes. Et à la fin de l'émission, nous évoquerons 2 coups de cœur pour Franz Kafka et pour Joseph Bialo. Tout cela donc en compagnie de Marcel Cohen, de Virginie Bloch-Lenné et d'Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, qui doit tout aux hommes et aux femmes, c'est bien vous, hein, et surtout, en particulier, à une femme, puisque c'est elle qui ouvre en quelque sorte votre nouveau livre, Pêcheur de perles, chez Gallimard, Sylvie Topalov, qui est avocate. Vous lui consacrez quand même plusieurs pages extrêmement élogieuses, conflictuelles, puisque c'est les débuts aussi, le coup de foudre. Est-ce que sans elle, vous seriez celui que vous êtes devenu ? Non, je crois pas. Ah, je la nomme pas dans le livre. Je fais attention à ne pas la nommer, mais en effet, elle est avocate, elle s'appelle Sylvie Topalov. Nous avons failli rompre, ce que je raconte. J'ai senti la terre se dérober sous mes pieds. La rupture, finalement, n'a pas eu lieu. Mais si je raconte tout ça, c'est d'abord pour, à travers mon expérience, réfléchir à la question de l'amour. Je place ce chapitre sous l'autorité d'une citation de Paul Valéry, « Le cœur consiste à dépendre ». Je cite aussi Jankélévitch, qui dit l'homme le plus sec, tandis qu'il était amoureux, a connu la grâce de vivre pour un autre. Cette forme de dépendance qui est meilleure que l'autonomie, une aliénation meilleure que la liberté. Voilà ce que l'amour nous procure, mais j'essaye d'aller plus loin, ou en tout cas d'aller dans une autre direction. J'ai voulu faire apparaître une composante de l'amour dont la poésie parle peu et la littérature romanesque ne parle pas non plus, c'est l'admiration. Une admiration qui, en effet, est plus forte que tout et vous évite le grand écueil de la lassitude. Voilà ce que j'ai essayé de dire. Montrer, pour finir, que l'amour, dans sa forme la plus haute, était un chemin de connaissance. Voilà. L'admiration, c'est ce qui prend le relais de la passion amoureuse ? Je pense non, je dirais qu'il n'y a pas de relais. On dit toujours, il y a un relais, c'est-à-dire, voilà, l'intensité, et puis après, Montaigne, l'amitié maritale. Fort heureusement, cette douceur m'a été épargnée. Il y a pire, hein. Il y a aussi la fatigue, l'animosité, la mauvaise humeur, qui est le lot de tant de couples, mais cette idée d'amitié maritale, ça existe, et tant mieux. Un amour qui débouche, une belle conversation continue, ce n'est pas ce que j'ai voulu décrire. On pense que l'intensité et la durée, ça ne peut pas aller ensemble. Oui. Et en tout cas, je plaide, au nom de ce qui m'est arrivé, contre cette évidence. Je pense que, oui, donc, il n'y a pas forcément de relais à la passion. Et je suis le premier surpris de ce constat, parce que j'appartiens à une génération qui déjà n'était plus romantique, qui abordait, et ça s'est aggravé avec le temps, l'amour avec méfiance, avec scepticisme et non lyrisme. On se disait, on voyait les couples se dissoudre, les divorces, etc. Même avant L'amour de 3 ans de Beigbeder, on se disait, bon, ça durera ce que ça durera, mais l'amour éternel, il faut pas trop y croire. Et moi aussi, j'étais comme ça, j'avais d'autres expériences. Et donc, j'ai été surpris par ce qui m'arrive, quelque chose qui va à l'encontre du roman d'éducation. Le roman d'éducation, c'est les illusions perdues, et moi, mon histoire, c'est une désillusion perdue.
Voilà ce que j'ai essayé de dire. Alors, il n'y a pas que des femmes, et que cette femme en particulier. Dans votre livre, il y a aussi des hommes, des personnages. Le laboureur de Bohême. Alors, qui est-ce Alors, le laboureur de Bohême, c'est un maître d'école à la fin du XVe siècle, si mes souvenirs sont bons, Johannes von Sass, un maître d'école donc autrichien, qui vient de perdre sa femme, morte en couche. Et donc, il est accablé et il transpose cette histoire dans un dialogue absolument stupéfiant entre un laboureur, c'est un alter ego en quelque sorte, et la mort. Le laboureur ne se résigne pas à ce destin et il vomit la mort. Il lui dit « Tu n'as pas le droit de faire ça, tu es horrible ». Alors la mort essaye de lui apporter le discours traditionnel et il ne veut rien entendre et elle demande l'arbitrage du Très-Haut et le Très-Haut dit « Bon, ben, tu t'es bien battu, mon cher laboureur, honneur à toi, mais victoire à la mort ». Et je pense que, je ne suis pas le premier à le dire, que ce laboureur est un peu le fondateur de notre modernité, c'est-à-dire celui qui dit la vie sur Terre vaut plus que tout. Et donc, c'est le prélude au grand projet moderne, instaurer le règne de l'homme pour que la Terre ne soit plus une vallée de larmes. Et c'est assez beau de penser ça, parce que ça veut dire qu'à l'origine de la modernité, il y a une tragédie amoureuse. L'homme aménage un séjour agréable sur Terre, mais parce que, justement, il ne peut pas supporter la mort du proche ou de la très proche. La mort, elle est au cœur de votre réflexion dans ce livre, l'angoisse pascalienne de la mort, évidemment la réflexion sur ce qu'on appelle les conditions de fin de vie, sur l'euthanasie, sur l'Alzheimer. Enfin, on comprend bien. Je suppose que cette réflexion très intense, presque urgente, elle vous vient aussi d'une succession de maladies que vous avez subies ces dernières années. Non, ça ne vient pas de cela. J'ai subi des maladies, je suis passé très près, en effet, à plusieurs reprises. Mais bon, moi j'ai surtout été le témoin de déclin, vous voyez. Mais ça vous angoisse. De maladie d'Alzheimer, si vous voulez, ou de démence sénile. Et ça m'a beaucoup frappé. Et comme beaucoup d'autres, cela me tourmente. Voilà, je suis très surpris, c'est-à-dire que j'arrive à un âge où la perspective de la fin de la vie se fait très pressante. Comment, justement, penser cette échéance? Peut-on surmonter cette angoisse? Et tout à coup, je me rends compte qu'une autre angoisse supplante celle-là. Non pas la fin de la vie, mais la fin de vie. Et je pense souvent à cette phrase de Rezvani, le grand écrivain Rezvani. Sa femme, qu'il adorait, il a écrit sur elle, est tombée dans cette forme de bêtise progressive. Et il parle de l'immense chagrin de se savoir en état de destruction mentale. C'est magnifique. Ça dit tout. Le malade, du moins dans les premières années, parce que ça dure très longtemps, le sait. Il sait ce qui lui arrive. Il le sait. Notamment quand il est diagnostiqué. Et certaines malades demandent au médecin « Aidez-moi, vous ne pouvez pas m'aider à vivre, vous ne pouvez... alors au moins aidez-moi à mourir ». Et je n'aime pas qu'on se drape dans le serment d'Hippocrate ou le 6e commandement pour refuser, pour rejeter cet appel désespéré. Ce n'est pas de la miséricorde, c'est de la cruauté. Cela dit, je ne prends pas ici parti dans le débat actuel autour de la loi sur l'euthanasie, parce que cette loi ne couvre pas, ne concerne pas l'angoisse qui est la mienne.
c'est simplement les souffrances physiques. Et là, on peut répondre, bah oui, bah pour les souffrances physiques, il peut y avoir les soins palliatifs. Oui, mais c'est pas moral. Celui qui dit tout, c'est peut-être autant que Resveni, si ce n'est davantage, Paul Ricoeur, que vous citez en 4 mots. En 4 mots, être vivant jusqu'à sa mort. Il dit cela. La prière qu'il adresse, c'est être vivant jusqu'à ma mort. D'ailleurs, pour lui, cette prière a été exaucée. Elle a été exaucée. Il était en effet vivant, il a vécu très longtemps, jusqu'à sa mort. Et moi, effectivement, je fais cette prière, mais à qui l'adresser? À qui l'adresser? Parce que je vis dans un monde sans Dieu. Ça, c'est vrai. Je veux dire que... Et mon athéisme n'est pas triomphant. C'est pas... voilà, l'homme va succéder à Dieu, il va occuper son trône, etc. C'est un athéisme mélancolique, un athéisme orphelin. Voilà, il n'y a pas de Dieu qui me console. Je pense que la mort a le dernier mot, et cette pensée, je la vis comme une certitude. J'avais eu un échange un jour avec Lustiger, le cardinal Lustiger. C'était sur la scène du Bataclan d'ailleurs. Oui. Et je lui avais dit, le croyant sait qu'il croit, l'athée croit qu'il sait. Et je suis dans cette situation. Parce que le croyant, il est assailli par le doute. On le voit d'ailleurs dans Pascal. Si l'on ne faisait que pour le certain, on ne ferait rien pour la religion, car elle n'est pas certaine. Voilà ce que dit Pascal. Et l'athée que je suis, non. Il n'y a pas un moment où il se dit, bah peut-être, on ne sait jamais. Non, pas du tout. Je ne le vis pas comme ça. Je n'attends rien. Je n'ai pas une seconde d'espérance dans une vie éternelle. Donc j'ai cette angoisse cheville au corps, mais il y en a une plus intense encore. Il n'y a pas de transcendance en l'espèce qui serait réconfortante. Cela étant, dans le judaïsme, on ne vous demande pas de croire. On vous demande de respecter la loi. On demande de faire, oui, c'est vrai. En même temps, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que j'ai beaucoup fréquenté Béni Lévy, j'ai lu son dernier séminaire, etc. Lui aussi, il vit l'existence de Dieu comme une certitude, et même la vie après la mort. Non, je ne suis pas tout à fait sûr de ça. C'est une coquetterie du judaïsme. C'est sur la foi, c'est les chrétiens, nous c'est orthopraxis, etc. Oui, mais c'est une orthopraxis parce que on a le sentiment de vivre sous le regard de Dieu. Et quand on vit sous le regard de Dieu, ça ne plaisante pas. Il faut faire toutes les mitzvot. Mais vivre sous le regard de Dieu, c'est aussi attendre un salaire, attendre une récompense. Mais quand vous dites aujourd'hui, enfin vous le déplorez, vous déplorez le fait qu'aujourd'hui, on ne vit plus sous le regard des morts. C'est ça la disparition des classiques, ou l'oubli des classiques. Il ne faut pas oublier que dans les yeshivot, étudie la Torah et étudie le Talmud. Et rien d'autre. Alors, il y a eu un élargissement. Et les Juifs, beaucoup de Juifs, ont transposé vers la culture, oui. l'extraordinaire virtuosité interprétative, exégétique, qui était acquise de génération en génération. Et spéculative à la lecture du Talmud et de la Torah et du Talmud. Mais il a fallu quand même une espèce de coup de force pour passer du livre au singulier, au livre au pluriel. Mais vous en êtes une illustration. Peut-être, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Moi, avec moi, c'est le problème inverse. Parce que je ne suis pas du tout un juif de l'étude et de l'observance. Mes parents, qui sont des survivants, l'un et l'autre, ne m'ont pas élevé dans la tradition, eux-mêmes ne vivant pas sous le regard de leurs parents, avaient à peu près tout abandonné. On avait gardé le repas de Rosh Hashanah et le repas de Kippour. Et ma mère jeûnait à Kippour parce qu'elle pensait à ses morts, à tous ses morts. Mon père même pas. Et moi non plus, sauf peut-être une ou deux fois. Et
pas de Talmud Torah, rien de tout cela. Et maintenant, je le regrette. Je le regrette. Alors, quand j'ai lu Lévinas, j'ai eu un peu l'idée, il y a une manière si belle, si séduisante de parler des vieux traités vermoulus, que je me suis dit, peut-être je vais m'y tourner. Et non, je n'ai pas franchi le pas, justement parce qu'il me manquait Dieu, sans doute. Il me manquait Dieu. Mais voilà, je pense que, en effet, comme dit Kundera dans son magnifique article « Un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale », à l'aube des temps modernes, en Europe, la religion a cédé la place à la culture, et maintenant, la culture cède la place. Il y a eu le livre, les livres, et puis quoi? Et puis quoi? Aujourd'hui, cette espèce de nihilisme souriant dans lequel nous baignons, et peut-être dans lequel nous sommes en train de nous noyer. Moi, une fois que j'ai lu votre livre, le lisant dans la situation actuelle, non seulement des Juifs en diaspora, mais d'Israël, après le 7 octobre, je me suis demandé comment ne pas être pessimiste quand on constate cette situation inédite depuis 1948, à savoir que Israël n'est plus un refuge pour les Juifs de la diaspora, et dans le même moment, la diaspora n'est plus un refuge pour les Israéliens. Est-ce qu'on peut ne pas être pessimiste quand on constate une chose pareille? On ne peut qu'être pessimiste. Et c'est déjà il y a quelques années que David Grossman a écrit « Tragiquement, Israël n'a pas guéri l'âme juive de sa blessure fondamentale, la sensation amère de ne pas être chez soi dans le monde. » Et voilà ce que nous vivons. Il ne devait plus y avoir de pogrom en Israël, puisqu'Israël a été créé précisément pour rendre cela impossible. Et le 7 octobre, ça a été un pogrom de dimension monstrueuse. Et d'un autre côté, il y a des manifestations anti-sionistes, anti-israéliennes, tout ce qu'on veut, dans le monde entier. Donc Israël devait aussi, si vous voulez, répondre au délire antisémite par la géographie. Vous dites que les Juifs sont partout? Ben non, ils ne sont pas partout, ils vont être quelque part. Et en plus, dans un tout petit pays. Donc ça va vous calmer. Pas du tout. D'abord, ce pays, aux yeux de ses adversaires, n'est plus tout petit. C'est un pays colonial, mais comme si c'était un empire. Vous vous rendez compte? On a la Chine, on a la Russie, et tout d'un coup, c'est un empire. Alors même qu'Israël a cédé. Il a conquis un certain nombre de territoires en 67, mais il a cédé le Sinaï, il s'est retiré du Sud-Liban, il s'est retiré de Gaza. C'est une expansion rétractile, si vous voulez. Non. Et d'un autre côté, on dénonce un lobby sioniste mondial. Écoutez Dominique de Villepin, c'est merveilleux. Dénonçant à la télévision la domination financière qui s'exerce notamment sur les artistes et qui les empêche de s'exprimer sous peine de sanctions professionnelles. La domination financière, c'est du Drummond dans le texte. C'est vraiment, c'est pas la France juive, c'est le monde accaparé par les sionistes. Donc voilà où nous en sommes. Donc, en effet, où sommes-nous chez nous dans le monde? Si vous voulez, les Juifs ont l'impression tout à fait étrange de ne plus faire le poids. Je citais Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Pourquoi cette dérive effrayante? Parce que les Juifs, il y en a 500, 600 000 en France, et les musulmans, il y en a près de 10 millions. Donc il fait son calcul. Il s'aligne sur ce qu'il croit être la judéophobie des quartiers populaires. Ça lui fait une clientèle. Et d'ailleurs, la France Insoumise a fait carton plein en Seine-Saint-Denis. Virginie Bloch-Lenné, vous connaissez ce monsieur? Oui. Je crois que vous le connaissez bien. C'est drôle parce qu'on le croit sombre, tragique, noir, mais dans votre livre, Profil perdu, il apparaît finalement très drôle, il apparaît même comique. Oui, il est. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien le même? C'est bien le même, mais parfois, d'ailleurs, lorsqu'il vous parlait, il y avait des inflexions, des moments
où je reconnaissais Alain Finkielkraut, enfin je le reconnais, mais en privé. C'était une découverte pour moi aussi lorsque je l'ai connu, lui et Sylvie Topalov en 2020. Oui, ils font un numéro comique tous les deux. Alors, tous les deux. Oui, oui. Ouais, c'est un numéro qui est bien rodé. Hein. Oui. Alors, dans votre livre, il y a d'autres personnages que Alain Finkielkraut, bien sûr. Et il y a notamment un personnage qui prend toute la place, et c'est votre père. Donc vous êtes d'une famille de ce qu'on appelle plus aujourd'hui des grands commis de l'État, père, grand-père, etc., polytechnicien, énarque, grandes écoles. Certains ont écrit leur mémoire, votre grand-père notamment, plus israélite que juif, et encore pas toujours, puisque certains sont non seulement convertis au catholicisme, mais vous-même, votre père vous a entraîné, je ne sais plus à quel âge, à la conversion au catholicisme. Quand j'avais 6 ans, je pensais, quand j'écoutais Alain Finkielkraut dire qu'il fallait lire la Torah et le Talmud, nous, en tout cas moi, c'était lis tout, mais pas la Torah ni le Talmud. Mais il avait, votre père, on va en parler, on va développer, il avait un problème de ce côté-là. Alors, moi, je crois un peu, oui, mais si j'en parlais avec mes sœurs, elles diraient non. Mais oui, un problème. Néanmoins, il a eu trois femmes et il a épousé une femme juive, qui est ma mère. Et il paraît que mon grand-père, c'est mon grand-père, c'est pas mon père, a dit à ma mère, donc le père de mon père, qu'il était très content que la famille redevienne un petit peu juive grâce à elle. Mais oui, il avait, mon père, un rapport ambigu au judaïsme, puisqu'il m'a fait baptiser par Lustiger alors que j'avais 6 ans. Donc toujours lui. Hein. Oui, oui. Et alors qu'il s'était fait une promesse mutuelle avec ma mère, qui était de ne m'élever dans aucune religion. Et lui, hop, au moment du divorce, sans rien dire à personne, enfin en le disant à ma mère, mais même moi je n'étais pas au courant, je me suis retrouvée dans une voiture, j'avais très mal au cœur, et nous allions à Orléans pour que je sois baptisée. Il ne vous a pas demandé votre avis? Ah non, il ne m'a pas demandé mon avis. Et après, quand j'ai eu 14 ans, nous avons été dîner chez Lustiger, à l'évêché, avec une bonne sœur qui était juive, une juive convertie, pour essayer d'en remettre une couche, pour voir si vraiment ça ne prenait pas. Ça n'a pas pris. Mais je suis... Oui. Alors, vous et votre père, quel couple? Oui. On pourrait dire quel tandem, mais non, c'est quel couple? Vous êtes un couple? On a été un couple, oui, parce que mon père a eu 3 filles avant moi. Il y a des différences d'âge importantes entre elle et moi. Et on s'est retrouvés tout seuls, tous les deux, lorsque il s'est séparé de ma mère. Et même, je pense, avant, on s'entendait très bien. Et c'est pas un peu écrasant? Si, c'est un peu, peut-être... si, mais c'est merveilleux aussi. Et puis, il y a aussi l'idée que je m'en fais, moi, peut-être que... Oui. Oui. Enfin, la proximité, vous ne l'avez pas inventée. Non. Et il y a quelque chose en lui, d'un type extrêmement brillant, qui a eu des très hautes fonctions dans l'administration de l'État, on ne va pas les citer, mais il y a aussi quelque chose dans ce côté farceur, permanent, un peu gamin, vous le dites vous-même. Il n'y a pas quelque chose d'un peu immature chez lui? Alors, non, il était, et je pense que c'était quelqu'un de traversé par l'histoire. Il avait été à 20 ans en Algérie pour le service militaire. Oui, pour le service militaire. Il avait perdu sa mère à ce moment-là. Il était revenu 2 jours pour l'enterrement de sa mère. Il était reparti. Il avait été, pendant la guerre, son père l'avait envoyé avec 2 de ses frères en Bretagne. Il n'a pas vu ses parents pendant 3 ans. Et il n'était pas immature, sauf dans les jeux. C'était quelqu'un de très responsable. Je ne vois plus d'hommes, je ne vois pas d'hommes de mon âge aussi responsable. Cela dit, vous avez une autre particularité finalement, c'est que vous avez été élevé par 2 mères juives. Votre père et votre mère. Oui. C'est beaucoup. Déjà, une mère juive, c'est difficile, mais alors 2? Alors, en fait, ma mère, la vraie mère juive des 2 n'était pas vraiment une mère juive. Oui. Donc,
Donc d'accord, ça compense. J'en ai eu qu'une. Ça compense. Il y a d'autres hommes. Hein. Il y a donc votre père, il y a vos amants. Il y en a un certain nombre. Hein. Bon. Non, il y a compagnons. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois, on fait connaissance. Hein. Ce sont des portraits. Vous aimez beaucoup l'art du portrait, notamment dans Libération. Et vous avez cette très jolie phrase. Toute la journée, je fabrique de la famille. Ça vous manque ? Je ne sais pas si ça me manque, parce que ça peut être un océan de vipères, la famille, mais comme je compare, je crois en tout cas, lorsque je fais un portrait pour Libération, chaque personne que je rencontre avec ce qu'était mon père, à tout point de vue, j'essaie de voir si la personne que je rencontre rentrerait ou pas dans ma famille, si je m'entendrais bien. Ah ben oui, avec, ouais. Comme s'il fallait combler un oui, peut-être, oui. Et puis alors, il y a une chose qui va faire plaisir à votre voisin, Alain Finkielkraut, c'est que Philippe Roth est partout dans votre livre. Oui. C'est un de vos écrivains de chevet. Il est dans la phrase en épigraphe, il est à l'intérieur du livre. Même en vous intéressant un peu plus avant à Philip Roth, par exemple la pastorale américaine, vous dites le héros c'est mon père. Décidément, il est partout. Il est partout et c'est grâce. Alors, c'est d'abord grâce à un professeur à l'université que j'ai découvert Philip Roth, mais Alain Finkielkraut a joué un grand rôle. Et je me souviens qu'en 1996 ou 95, vous avez reçu Philip Roth vous l'avez interrogé pour réplique. Non, pas pour réplique, mais c'était pour France Culture. C'était pour France Culture et ça a duré 1h30. Oui, et je devais partir à l'anniversaire de ma nièce et je ne pouvais pas partir de chez moi. J'ai enregistré sur une petite cassette, c'était l'ancien temps, et j'étais accrochée à la radio. Et là, c'était pas mieux avant, parce que maintenant, il y a le podcast, c'est beaucoup mieux. Oui. Et cet entretien n'est pas en podcast, mais on peut le retrouver sur YouTube. Oui, j'aime beaucoup Philip Roth et ce qu'il écrit des relations entre les parents et les enfants. Ah oui, ça c'est vrai. Et j'ai rencontré Virginie Bloch-Témé à la faveur, si j'ose dire, de Philip Roth, parce qu'elle avait écrit pour AOC, je crois, un article sur Némésis, le dernier roman de Philip Roth, que je trouvais très fin, pertinent, remarquable. Alors j'ai essayé d'entrer en contact avec elle à ce propos. Oui. Comme quoi, Philip Roth, ça crée des relations. Ça tisse des liens. C'est évident quand on vous lit que votre père vous manque, puisqu'il est partout. Il est parti il y a combien de temps ? En 2017. Il est partout, mais est-ce que vous n'avez pas tendance à essayer de le retrouver à travers des figures tutélaires d'écrivains comme Philip Roth, d'amis comme Alain Finkielkraut ou d'autres ? Oui, je pense que je recherche une familiarité dans l'humour. Et je pense que c'est ce qui me plaît lorsque Alain Finkielkraut et Sylvie Topalov font un numéro de comédien. Dans l'humour, dans une éthique aussi, une droiture, dans un amour du service public, ça compte pour moi. Donc oui, j'essaie comme ça de récupérer quelques ingrédients chez ceux que je rencontre. Et puis, alors, il y a une chose qui m'a frappé aussi, c'est que vous avez une sorte de passion, j'appelle ça une névrose généalogique, qui est typique de beaucoup de juifs. Vous venez d'où et de qui procédez-vous en quelque sorte ? Et là, on a toujours des listes de noms de gens qui étaient là avant, de la famille, des aïeux, etc. Et là, les écrivains n'hésitent pas à faire carrément des listes. Pas vous, hein. Vous n'avez pas ce tropisme-là, mais on le retrouve chez d'autres, chez vous. Je suis inquiète, je m'en suis pas rendu compte. Il y a plein de noms parfois, mais c'est intéressant. Un tel, fils d'un tel. Ah oui, ça c'est pour ma famille maternelle. Mais ce que vous dites me rappelle, dans le livre de Laure Murat, elle dit que c'est une passion des aristocrates. C'est le point commun entre les juifs et les aristocrates. Et celui qui m'a fait comprendre ça, pardon de faire une évocation personnelle, c'est Jean d'Ormesson. Quand je l'ai rencontré il y a très longtemps, après une émission de radio qu'on avait faite ensemble, en sortant, il me dit, vous savez, un aristocrate en France aura beaucoup plus de choses à échanger avec un juif qu'avec un bourgeois français. Ben, je dis pourquoi ? Il me dit parce que les bourgeois se fichent complètement de leurs origines. Ils ne savent même pas où sont nés leurs parents. Alors que les juifs,
ont une passent passion leur temps généalogique. à demander à l'autre, mais vous venez d'où, et vos parents venaient d'où, et vos grands-parents venaient d'où. Et les aristocrates, c'est la même chose. Cette obsession de vouloir perpétuer une lignée et de ne jamais rompre la chaîne qu'on ne trouve pas ailleurs. Une névrose commune. Eh bien, oui, imaginez-vous que cette névrose, je l'ai retrouvée aussi dans le livre de Marcel Cohen, qui s'intitule 5 femmes sur la scène intérieure, chez Gallimard, dans la collection blanche. C'est au moins l'un des traits communs, c'est finalement cette obsession de la filiation. Cette névrose commune. Oui, vous la reconnaissez ? Oui, je reconnais ma famille. Comment dire, je ne renie pas ses origines. Elle est originaire de Turquie. Salonique. J'ai encore Salonique. Istanbul. Une partie de ma famille vient de Salonique, mais la majeure partie vient d'Istanbul. Istanbul, pas la Turquie, parce que au-delà d'Istanbul, au-delà des faubourgs d'Istanbul, c'est l'Anatolie, c'est le désert, c'est... Ah mais Izmir quand même, Izmir c'était une grande communauté juive. Oui, mais les Juifs d'Istanbul n'aiment pas tellement les Juifs d'Izmir, et ainsi de suite. Enfin, peu importe. Ma famille est touchante à Istanbul parce que elle est 100% de culture française. Comment dire, passer les meilleures écoles primaires pour les enfants à la fin du 19e siècle et au-delà, bien sûr, c'était les écoles religieuses françaises. Les sœurs de Notre-Dame de Sion pour les filles, les frères de Saint-Benoît pour les garçons, les frères maristes de l'Immaculée Conception pour les garçons aussi. Ils avaient 70% d'élèves juifs dans leur classe. Donc, ils avaient perdu tout espoir de convertir quiconque. Et ils respectaient toutes les fêtes religieuses, catholiques, juives, musulmanes. Donc, voilà. Alors, toute ma famille est passée par ces écoles primaires religieuses. Puis ensuite, il y avait l'excellent lycée français de Galatasaray. Et puis les écoles de l'Alliance israélite universelle qui donnaient une culture française. Et juive. Juive. Juive, sans être, comment dire... contraignante. Contraignante. C'était un judaïsme, une culture juive, beaucoup plus qu'une religion juive, hein, si on peut parler de religion juive. Enfin, c'était beaucoup plus ça. Et puis, alors, l'Alliance israélite est imprégnée des lumières françaises. Bon, c'est... vous évoquiez Salonique. C'est à Salonique qu'Atatürk, qui est né à Salonique, et a découvert la cuisine, la culture française. Elle a lu Rousseau, elle a lu Montesquieu, etc. Et qu'il a rêvé d'une culture turque, laïque, enfin bref, etc. Mais Marcel Cohen, en vous lisant, alors contrairement à Virginie Bloch-Lenné, c'est pas Philippe Roth que j'ai trouvé chez vous, c'est Georges Perec, peut-être. Pas directement, mais il faut quand même rappeler, vous êtes orphelin de la guerre. Pouvez nous rappeler en quelques mots les circonstances, et ça m'a ramené à la disparition, à un certain Perec. Je ne sais pas si vous vous sentez une affinité ou pas. Énormément d'affinité avec Perec, bien sûr. L'impression que Perec fait partie de ma famille, large, fait partie de ma famille. Nous nous serions sans doute beaucoup chamaillés, mais sur des points de détail qui sont sans grande importance. Notamment à propos de Loulipo, qui est un peu agaçant chez lui. Mais c'est pas grave, je l'aurais beaucoup aimé, et j'aurais aimé le connaître. Vos parents, vous. Mes parents ? Oui. Mes parents... Les circonstances de leur disparition. Alors, oui. Alors, mes parents ont été déportés en 1943, en août 1943. Quand je dis mes parents, c'est mon père, ma mère,
ma sœur, qui avait 3 mois en août 1943, mes grands-parents paternels, des oncles, une tante, voilà. J'étais là quand la police de Vichy est venue arrêter la famille. Il se trouve que il y avait un piano chez mes grands-parents paternels, c'est chez eux que l'arrestation a eu lieu. Je faisais beaucoup de bruit et on a demandé à la bonne de mes grands-parents de bien vouloir m'emmener au parc Monceau de façon à ce que je me calme un petit peu. Et quand nous sommes revenus, la concierge de l'immeuble s'était plantée devant la porte de l'immeuble pour nous empêcher de monter, car la police était toujours là. Et c'est ensuite cette bonne, Annette, qui m'a hébergé chez elle, chez son mari, en Bretagne, de 1943 à 1945. Je voudrais préciser, mais je pense que les auditeurs d'Acadème le savent, que cacher un enfant juif pendant la guerre, c'était passible de la peine de mort. Voilà. Donc c'est pas anodin. Donc vous avez été un enfant caché. Qu'est-ce qui reste une fois parvenu à l'âge adulte et à votre âge aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste dans le tempérament, dans le caractère ou de la personnalité d'avoir été pendant 1 ou 2 ans un enfant caché? Alors ça, j'ai peur de ne pas être qualifié du tout pour répondre à votre question. Il faudrait une très longue analyse pour cela, peut-être comme Pérec, mais jamais été tenté, jamais vu ces tentations-là. Je ne suis pas capable de parler de mon enfance. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous demandiez à un aveugle de naissance de vous parler, je ne sais pas, des arbres, des femmes, des fleurs. Je ne sais pas où vient ma névrose. Je ne pourrais pas en parler. Je peux vous dire que ce qui m'a profondément marqué, c'est un petit peu plus âgé, adolescent, de découvrir que, au fond, j'ai eu une enfance normale malgré tout ça. C'est ce que j'avais du mal à me pardonner. Je me sentais terriblement coupable de ça. Alors c'est peut-être une forme de névrose aussi. Une enfance peut être normale sans parents? Elle n'a pas été malheureuse, c'est ce que je veux dire. Non, elle n'a pas été normale. Elle n'a pas été foncièrement malheureuse. C'est ça qui est terrible, non? Malgré tout, la vie a le dessus, la vie reprend le dessus. Malgré tout, on trouve un métier, malgré tout, on se débrouille dans la vie. Voilà ce qui me semblait très lourd à porter. C'était ma normalité et pas mon anormalité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous citez Jacques Audiberti dans votre livre que vous avez croisé un jour. Oui. Et il vous a demandé qu'avez-vous fait de votre jeunesse. C'était prématuré parce qu'il vous l'a demandé alors que vous étiez jeune homme. Oui, je devais avoir 18 ou 19 ans. C'était donc très provoquant de sa part. Et prématuré. Et si je vous demande aujourd'hui ce que j'ai fait de ma jeunesse, alors j'étais pas très bien dans ma peau parce que je me voyais pas très bien être employé à la BNP ou à la Samaritaine. Je voulais faire du journalisme. Je sentais bien que c'était pas très facile, je ne connaissais personne. J'ai voyagé, alors je suis parti à 20 ans, et puis je suis parti, alors j'étais attiré par le Tibet, alors j'avais pas d'argent, je suis parti en autostop, et puis j'ai appris beaucoup de choses, et notamment grâce à Gabrielle Bertrand, qui est la 5e des femmes de ce volume. J'ai découvert en Inde, dans l'Inde de l'extrême nord-est, comment capturer comment capturer les éléphants sauvages. Il se trouve que ça m'a permis une carrière de journaliste, parce que quand j'ai cherché un stage dans une rédaction à Paris, j'ai raconté au directeur
du journal comment on procédait. Je lui parlais d'un colonel britannique qui avait utilisé des éléphants pendant la Seconde Guerre mondiale contre les Japonais en Birmanie. Ça l'a tellement passionné qu'il m'a dit « Bon, ben alors pour votre stage, vous venez quand vous voulez ». Puis j'ai travaillé 15 ans pour ce journal. Ça vous a servi. Donc voilà les... Mais Marcel Cohen, est-ce qu'il y a un point commun entre ces 5 femmes? Je précise tout de suite, ce ne sont pas des femmes illustres, c'est des femmes qui ont compté pour vous, celle qui vous a sauvé, Annette, la plus importante, mais aussi Bien quelques sûr. autres. Est-ce qu'il y a un point commun entre les 5? C'est vous, peut-être, tout simplement? Non, elles sont... Oui, moi, bien sûr. Puis je suis aussi un narrateur. Un peu malgré moi, parce que il y a quelque chose qui me met un petit peu mal à l'aise dans ce livre, c'est que c'est moi que vous invitez à votre émission, par la force des choses, puisque je suis le seul témoin, et que je suis aussi l'intéressé. Donc, mais non, je crois qu'elles n'ont pas grand-chose en commun, sauf une extraordinaire bonté. Et la bonté, ça n'a que peu à voir avec les bons sentiments. Emmanuel Lévinas disait que les bons sentiments sont la petite sonnette d'alarme. Mais qu'en fait-on? Or, ces femmes, 3 d'entre elles au moins, ont réagi immédiatement en ayant des bons sentiments qui versaient immédiatement dans la bonté. C'est-à-dire qu'elles ont pris le risque soit de cacher un enfant juif, soit de lui consacrer beaucoup de temps, comme Madame Gobin, parce que j'ai fait une scolarité primaire qui était absolument catastrophique. Et quand, à l'âge de 12 ans, on m'a fait passer l'examen d'entrée en 6e, le résultat était vraiment désespérant. Mais chez ces 5 femmes, c'est le cœur qui a parlé avant la raison, ou à la place de la raison. Oui. Alors, Yankelevitch, que Alain Finkielkraut citait tout à l'heure, dit la bonté, c'est quelque chose qui brise la glace. C'est une action une action belliqueuse. C'est aller à contre-courant absolument. C'est ce que j'aime, soit dit en passant, chez Alain Finkielkraut, c'est qu'il rame à contre-courant et avec énormément de courage. Mais bon, ça c'est une incise, on peut la refaire. C'est le moins qu'on puisse dire à contre-courant. Vous avez parmi vos citations, alors c'est pas les mêmes évidemment, mais notamment j'ai été très intéressé, vous faites une citation du premier cercle de l'enfer de Dante, et vous dites, là ce n'est pas la place des criminels, mais de ceux qui sont restés indifférents au moment où se perpétraient le crime. C'est le premier cercle de l'enfer pour Dante. Alors, oui, c'est ça. Ces femmes ne sont pas restées indifférentes. Elles ont agi, elles ne sont pas contentées de pleurnicher sur le pauvre sort d'un enfant juif, orphelin. Elles ont fait quelque chose. Mais vous n'avez pas, en lisant ça, cette évocation du premier cercle, moi j'ai pensé au 7 octobre, peut-être parce qu'en ce moment on y pense en toutes occasions, à ceux qui considèrent que ce n'est pas un événement important, etc. Je me demandais s'ils n'allaient pas se retrouver dans ce premier cercle, par indifférence au côté historique, hélas, tragiquement historique de cette date. Je ne sais pas. Je crois comprendre ce que beaucoup de Français pensent du 7 octobre et la manière dont ils envisagent, dont ils voient ces événements. Ce que je peux dire, c'est que pendant la guerre, une concierge m'a sauvé la vie. Une bonne à tout faire m'a caché, et qu'après la guerre, aussi, je dois énormément à des femmes qui n'étaient même pas juives. Bon, voilà. Une solidarité.
une solidarité, je crois que... Alors, je pense à Serge Klarsfeld qui disait que si on se regarde la guerre, évidemment, les autorités, quelles qu'elles soient, n'ont aucune circonstance atténuante, mais que les Français, en tant qu'individus, ont été très souvent admirables. Et je ne peux pas oublier, en 1942, à la veille de la rafle du Veldiv, les policiers en uniforme qui sont allés prévenir les familles juives. Il se trouve que à Messac, pendant la guerre, quand j'étais caché, enfant caché, un officier de la Wehrmacht qui était en charge de cette région transmettait des nouvelles alarmantes pour les résistants notamment. Il transmettait ça à 2 gendarmes français qui étaient résistants. Bien. Et qui faisaient en sorte qu'il y ait au moins le moins de dégâts possible. Et alors, on voyait cette chose incroyable. On voyait des gendarmes en uniforme qui allaient dans les fermes pour s'assurer que les pilotes américains qui étaient tombés sur le territoire de la commune étaient bien cachés, parce qu'ils savaient que les Allemands viendraient les chercher dans les minutes qui suivraient. Donc, j'ai le témoignage d'un pilote américain qui a été recueilli et hébergé à Messac pendant la guerre, et qui disait qu'il avait un amour immodéré pour les gendarmes français et leur étrange képi. Bien, car ils sont venus voir avant les Allemands s'ils étaient bien cachés, pour être sûr que les Allemands ne les trouveraient pas. Alors, il y avait une petite garnison allemande à Messac, où je me trouvais pendant la guerre. Je pense que l'officier allemand n'aurait rien fait pour que je sois déporté, mais on ne pouvait pas l'imaginer, ce n'était pas inscrit sur son visage. J'ai remarqué tout à l'heure que dans votre bibliographie, vous avez écrit 2 ou 3 livres en judéo-espagnol, en judaïsme. Oui. Alors, voilà, on évoquait très brièvement et de très loin le destin juif. Mes ancêtres ont été chassés d'Espagne en 1492. Pendant 5 siècles, ils ont continué à parler espagnol en Turquie. Et vos parents aussi ? Mes parents aussi. C'est la première langue que j'ai entendue prononcer à la maison, quand mes parents ne voulaient pas que je comprenne quelque chose. Ils parlaient en judéo-espagnol, bien sûr. Il se trouve que alors moi je suis né à Agnières, mais l'un de mes meilleurs amis s'appelait Antonio Sarras, un peintre espagnol. Il avait une maison à Cuenca, et grâce à Joseph A. Cohen, qui a écrit La Vallée des larmes, je sais ce qui s'est passé en 1390 à Cuenca, un pogrom épouvantable, déjà un pogrom. Alors, il m'a invité à passer les vacances à Cuenca. Alors je dis, pourquoi pas, mais je voudrais être sûr que tes voisins ont un petit peu changé. Et je pouvais le lui dire dans la langue en espagnol. Alors, c'est le judaïsme qu'on parle dans les communautés juives en Turquie, oui. C'est du castillan du Moyen-Âge. C'est beaucoup plus proche de Cervantes que de l'espagnol du chauffeur de taxi madrilène d'aujourd'hui. Mais on se comprend quand même. Voilà. J'ai aucune difficulté à lire Cervantes dans le texte. Voilà un petit peu ce... D'accord, je comprends mieux maintenant ces éléments de votre bibliographie. Merci. Alors, comme d'habitude, j'ai 2 coups de cœur que j'aimerais vous faire partager. Le premier, c'est Kafka, le tome 2. Le tome 1 était paru l'an dernier. C'est la grande biographie qu'on attendait depuis longtemps, qui a été publiée en allemand il y a 20 ans, de Rainer Starr, qui est aussi l'éditeur des œuvres complètes de Kafka. C'est prodigieux, et j'avais fait partager mon enthousiasme et mon admiration il y a 1 an pour le tome 1. Le tome 2 vient de paraître. C'est tout aussi monumental. Dans le premier, c'était la Première Guerre, c'était l'écriture du procès qui n'arrivait pas à achever. Là, ce sont les années 1915-1924. C'est l'écriture d'un médecin de campagne, de la lettre au père
que vous avez lu tous les trois, évidemment, et relu, et du Château. Et je dois dire qu'il y a aussi les milliers de lettres. Donc là, c'est un Kafka tuberculeux qui va de Sana en Sana, qui a des problèmes avec toutes les femmes auxquelles il se lie, et notamment Milena et Dora, qui sont les deux dernières. Et tout ça est raconté de manière remarquable, avec une acuité d'analyse qui épouse celle de Kafka, qui s'intéresse à lui-même, pour une fois, directement, sans passer par le biais du récit. Et je dois dire que c'est absolument admirable. Admirable. Ça a à chaque fois 1000 pages, mais comme c'est traduit par Régine Quatreçou, eh ben, je dois dire que ces 2000 pages, ces 2 tomes, ça passe à une vitesse inouïe. En plus, c'est drôle. Le comique de Kafka, ben, il est contagieux. Voilà, c'est publié au Cherche Midi et c'est lourd, mais quand on le lit, c'est léger. Vous savez que Kafka et Dora avaient l'intention d'ouvrir un restaurant à Tel Aviv. Oui, ben, voilà. On le voit justement. Je me suis souvent demandé ce qu'ils auraient servi. Oui. Et s'ils seraient restés ouverts le samedi, je pense qu'ils auraient fermé le samedi. Mais oui. Quelle cuisine! Alors, pâtisserie viennoise, ça c'est sûr. Grave question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Kafka apprendre l'hébreu. Et juste à la veille de sa mort, il le parlait, il l'écrivait très très bien. Parce qu'il avait vraiment l'intention d'émigrer. Et l'autre dont je voudrais parler, c'est quelqu'un, j'y suis très attaché, on avait correspondu, puis hélas, il est décédé. Vous le connaissez, Joseph Bialo? Non. Non, vous connaissez? Non. Bon, ben vous allez connaître. Celui-là aussi, il faut le lire. C'est en hiver que les jours rallongent. Joseph Bialo est né à Varsovie en 1923. Il est mort à Paris en 2012. Et moi, je l'ai connu parce que c'est un écrivain de polar extraordinaire. En série noire, il avait eu le Grand Prix de littérature policière, notamment pour un roman qui s'intitulait « Le salon du prêt à saigner », de l'humour noir mélangé de tendresse pour les petites gens, etc. Et il a réussi, vers la fin de sa vie, à enfin écrire ce qu'il n'arrivait pas à écrire, qui sont deux récits autobiographiques. Celui-là, c'est le deuxième, c'est sur le retour à la vie. Et l'autre, la station Saint-Martin, est fermée au public. Ce sont les 2 livres d'un homme qui a passé 6 mois à Auschwitz et qui en est revenu, qui a été déporté peu avant la libération, et qui a passé ces 6 mois-là à Auschwitz. Et quand il en est revenu, il n'a pas pu parler ni raconter, il a fait autre chose. Et je dois dire que c'est prodigieux. Je voudrais juste citer la phrase en épigraphe et l'excipit. En épigraphe, il y a marqué ceci: question posée à un déporté rescapé qui devint rabbin après 3 ans de camp. Où était Dieu à Auschwitz? Réponse: où était l'homme? Et l'autre chose, c'est l'excipit, tout à fait à la fin du livre. Il évoque, il dit, il y a des journaux dans lesquels on lit que d'anciens déportés ont demandé à être incinérés par solidarité avec leurs camarades disparus. Et je dois dire que je n'avais jamais lu une phrase pareille, une pensée pareille. Je sais qu'il y a des juifs qui sont incinérés, et qu'on parfois, soit on leur reproche, on leur dit quand même, après ce qui s'est passé dans les camps, comment peut-on se faire incinérer? Et là, Bialo m'apprend que certains le font par solidarité avec ceux qui sont partis en fumée. Certains font même mieux, ils demandent à ce que leurs cendres soient dispersées à Auschwitz. Eh bien, merci à tous les 3. Voilà, ce sont des lectures que je vous recommande chaudement. À bientôt sur Acadème.